sans transition, on appelle professeur Frédéric Deblay, qui va nous parler du changement climatique, impact sur l'allergie respiratoire et l'asthme. À vous la parole. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais en fait, je vais essayer de vous parler de choses. Ce genre de topo, c'est le topo super classique. Je ne vais pas vous faire le topo super classique. Alors, mon conflit d'intérêt, je suis membre du bureau Atmo Grand Est. Atmo Grand Est, c'est les organismes qui mesurent les polluants. Alors, voilà. Alors, je vais vous réciter la doxa au début. Je vais vous donner la bonne parole au début, puis après, on va un peu discuter de façon pratique, comme je dis, un peu agricole. Alors, voilà, ça, c'est donc une des dernières revues qui a été publiée dans le Journal of Allergy, concernant l'effet justement du réchauffement climatique et sur les maladies allergiques. Et donc, vous voyez l'idée, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre conduit au changement climatique, défini donc, par la United Nations Framework Convention of Climate. C'est un changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à l'activité humaine, qui altère la composition de l'atmosphère et en plus entraîne une variabilité climatique qui est observée au cours des différentes périodes. Alors, voilà, on vous a déjà montré cette courbe. Donc voilà, l'augmentation du CO2 de 1959 à 2023. Donc vous voyez, on a un peu plus de 300, on a 400, et on a l'augmentation de température. Alors, l'augmentation de température globale, de la température de 1 degré au-dessus des niveaux des températures qu'on observait de façon pré-industrielle. C'est vrai qu'en période pré-industrielle, on a mesuré la température, donc voilà, on est à 1 degré. Ce que dit aussi Pacheco et puis un certain nombre d'épidémiologistes qui ont travaillé avec lui, dont un certain nombre, vous en connaissez certains, le réchauffement était plus rapide ces dernières années. Sur les 7 des 10 dernières années, les plus chaudes sont survenues depuis 2014. Et il est supposé que le réchauffement pourrait atteindre 1,58 degrés entre 2030 et 2050 avec une haute confidence. Alors, voilà aussi leur schéma, et c'est là où j'en viens tout doucement à mon exposé. Donc là, vous avez l'augmentation, donc les combustibles fossiles qui conduisent à une augmentation des gaz à effet de serre, et donc vous avez au changement climatique. Ça conduit à l'apparition de changements environnementaux, et donc vous allez avoir, et c'est généralement on vous dit ça, augmentation de la température, vous allez avoir et ça c'est vrai ce qu'on observe, des périodes de sécheresse, vous allez aussi avoir des périodes aussi où vous allez avoir des dust storms, des tempêtes de poussière. Vous allez avoir aussi des inondations, et donc les inondations, ça favorise les moisissures. Et puis l'effet sur la santé, sur l'environnement et la qualité de l'air, vous allez avoir des orages, et ces orages vont entraîner, donc vous allez aussi avoir une élévation des particules, vous allez aussi avoir une augmentation des moisissures et des acariens, et vous allez aussi avoir l'augmentation de la saison pollinique. Alors, de quoi je vais vous parler ? L'augmentation des saisons polliniques, je ne vais pas vous en parler, je vais expliquer pourquoi, mais on pourra y revenir dessus, parce que c'est une vision trop simpliste des choses. Il y a effectivement des endroits où la saison pollinique augmente, puis il y a des endroits où les saisons polliniques n'augmentent pas du tout. Moi, j'ai l'exemple de Strasbourg, 30 ans, maintenant 40 ans qu'on mesure la durée de la saison pollinique, c'est très précis. C'est à partir du moment où vous avez plus de 10 grains de pollen par mètre cube, ça n'a pas bougé, c'est toujours la même durée. Est-ce qu'il y a plus de pollen ? Il n'y en a pas plus. En revanche, vous allez à Nantes, effectivement, ça a augmenté. Vous allez en Espagne, ça a augmenté. Donc, vous voyez, les choses sont toujours un petit peu nuancées. Pareil, je ne vais pas trop vous parler non plus des inondations et de l'effet des inondations. Bien sûr que ça va créer des moisissures dans les maisons, mais c'est ponctuel. Comme je ne vais pas vous parler non plus des feux, parce que bien sûr que les feux, c'est des polluants, vous allez avoir une augmentation, mais c'est aussi ponctuel. Par contre, je vais vous parler de la climatisation. La climatisation, oui, ça crée une exposition aux moisissures qui est beaucoup plus importante et de façon durable. Et donc, on va aborder ces différents éléments. Alors, bon, tout ça, vous connaissez, le monoxyde de carbone, donc les fameux gaz à effet de serre, plus les particules. Et on va commencer par la première des choses, donc c'est cette pollution à l'intérieur des maisons, par la pollution extérieure. Et ça, c'est tout à fait clair. Ce qu'on voit dans les villes,
c'est-à-dire le diesel, les particules, sont des adjuvants à la réponse allergénique, ça induit un stress oxydatif, ça majore la réponse inflammatoire, ça remodèle les bronches. Donc véritablement, cet aspect-là, c'est tout à fait clair. On a vraiment des données. Alors les premières données, c'était un monsieur qui s'appelait Diaz Sanchez, c'était en 97, à San Francisco. Il montrait que si vous aviez une polynose au pollen d'ambroisie, si vous respiriez aussi des particules diesel, vous aviez une réponse plus importante. Et puis on a fait des travaux, c'est ce qu'on appelle Isaac, je vais me mettre comme ça, je serai quand même mieux, des travaux avec Isaac. Et Isaac, qu'est-ce que ça montrait ? Avec Isabelle Anesi, on a montré que l'exposition aux particules diesel au début de vie, vous augmentiez les maladies allergiques. Donc c'est tout à fait clair que cette exposition particulière a véritablement un effet. Donc la persistance de la pollution, donc la vie en ville, c'est sûr que ça va favoriser ça. Alors on a même des données sur la distance à laquelle il faut être, à partir duquel vous allez plus avoir beaucoup moins de symptômes. Vous voyez, c'est aux environs de 250 mètres. On a des données chez l'enfant, on voit que tous les 100 mètres où on s'éloigne d'une route importante, eh ben on diminue de 29% les symptômes d'asthme. Et puis on a aussi des données sur les exacerbations, la visite aux urgences. Et vous voyez que chaque augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de particules de 5, vous avez plus de 2% d'hospitalisation chez les asthmatiques. Donc ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que dans notre réchauffement climatique et l'existence de cette pollution, on va avoir cet effet. L'autre élément, donc, et j'ai insisté là-dessus, c'est les moisissures. Donc, bien sûr, les inondations, j'imagine bien que les logements dans le nord de la France qui ont été inondés pendant des semaines, il va y avoir des moisissures pendant très longtemps. Et donc, les gens vont être plus exposés aux moisissures. Mais ce qu'il faut penser, c'est que comme il y a un réchauffement climatique, de plus en plus de gens ont de la climatisation dans leur voiture, dans leur maison. Et véritablement, réfléchissez 30 secondes, comment nos grands-parents, alors vous allez me dire, il fait peut-être moins chaud, ont construit leur maison. Comment tous les gens qui ont construit... Il a fait très chaud. Il faut bien comprendre que pendant des années, il faisait chaud et pourtant ils ont construit des maisons qui leur permettaient de ne pas avoir la climatisation. Donc c'est véritablement ça, c'est une vraie révolution intellectuelle. Il faut qu'on sorte de cette espèce de piège de la climatisation, de fermer les maisons et de le climatiser pour diminuer la température. Alors les moisissures, vous voyez, c'est une vieille publication aussi, 1989, Sears, australien. Regardez, les acariens, les chances d'avoir des symptômes, une hyperréactivité bronchique, et des symptômes, une hyperréactivité bronchique. Quand vous êtes sensibilisé aux acariens, ben vous voyez, votre taux de ratio est à 1,94. Pour avoir une hyperréactivité bronchique et des symptômes, le ratio il est à 6. Si vous prenez une sensibilisation à Aspergillus, vous voyez que vous êtes déjà à 7 pour avoir des symptômes. Et lorsque vous avez, pour avoir une hyperréactivité bronchique et des symptômes, le ratio à 13. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple dans Aspergillus, mais il y a autre chose avec les autres moisissures aussi, qui va favoriser manifestement l'asthme et les maladies allergiques. Alors, si on reprend un petit peu toutes les données, parce que là je suis obligé de résumer un petit peu tout ça, c'est que les infections pulmonaires et bronchiques dues aux moisissures sont liées à une exposition importante à des moisissures, et donc c'est tout le problème avec le réchauffement. On est de plus en plus exposé aux moisissures. Par exemple, les conseillères médicales en environnement intérieur à Strasbourg, il y a 20 ans, les moisissures, ce n'était pas un problème. Maintenant, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'on a fermé nos maisons. Parce qu'on fait de la ventilation simple flux, double flux. C'était le problème des Scandinaves. Les publications venaient de Scandinavie. Maintenant, en France, on a ce problème de moisissure. Et on l'aura de plus en plus avec la climatisation. Deuxièmement, le problème des moisissures, c'est l'ubiquité, le caractère aérodynamique, l'allergénicité, et puis tout ça. Et tout doucement, je vais venir vers tout ça. C'est riche en enzymes, c'est riche en composés organiques volatiles. La petite odeur qu'on sent quand on va dans un chai, quand il y a des bouteilles, et ben c'est les composés organiques volatiles libérés par ces moisissures, et puis les toxines. Et donc toutes les moisissures, que ça soit chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, sont responsables, même si vous n'êtes pas allergique, peuvent être responsables d'aggravation, de manifestations respiratoires, d'asthme, voire même et de rhinite. Alors les pollens, voilà, je vous sors des diapositives, et c'est ça qui m'a beaucoup amusé, des diapositives, vous voyez, qui datent de 2008. J'avais présenté la physiopathologie de la polynose. Pourquoi ? Parce que là, on va parler des fameux orages. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un orage, lorsqu'il y a des grains de pollen dans l'air, et lorsqu'il y a un orage, le choc osmotique les fait exploser en granules d'amidon qui contiennent
beaucoup d'allergènes. Et ces granules d'amidon font moins de 5 microns et pénètrent plus facilement dans les bronches et donnent de l'asthme. Donc ça a été montré, vous voyez, par ce monsieur Sophioglou, c'est pas neuf, hein. Mais il y a eu d'autres publications. Alors maintenant, on dit oui, maintenant comme il y a des orages, il va y avoir beaucoup plus d'asthme, mais c'est tout à fait ponctuel. Là, on est sur quelques jours. C'est pas vraiment le problème, là. Et si vous voulez également, ces grains de pollen qui vont pénétrer dans les bronches vont entraîner aussi ces phénomènes. Voilà, là, vous avez la libération de ces granules d'amidon, avec ce choc, le choc osmotique, mais vous avez aussi, il faut bien comprendre qu'un pollen, c'est pas qu'un allergène, ça libère des tas de choses en plus, des feuilles, des orbicules, qui sont irritants. Et par exemple, vous avez, et c'est là où vous commencez à voir les choses, c'est que vous avez une espèce de biotope, c'est-à-dire un mélange, en même temps vous allez avoir les allergènes, mais vous allez avoir autre chose. Et là, vous allez par exemple les particules diesel, vous allez avoir la pollution. Et donc, vous allez avoir cet effet synergique que je vous signalais précédemment, en vous disant, il a montré que si on inhale des particules diesel et des pollens, eh ben, on répond plus. Vous l'avez dans nos villes, on a ça. Vous parliez du Caire, mais c'est exactement ça. Vous allez à Casablanca, quand vous avez des moments de pollution, c'est exactement ça. Vous allez avoir ce mélange de polluants chimiques et puis de polluants biologiques. Et alors, là, tout ça, vous voyez, toutes ces données, on les connaît bien. Vous voyez, c'est vieux, 1998. Ozone, NO2, PM10, PM2,5, on voit bien qu'il y a une interaction. Et alors, on continue, on avance, mais dans un pollen, vous avez bien sûr les grains de pollen, les allergènes, mais vous avez ce qu'on appelle les PALM, les pollen associated lipid médiateurs, qui sont pro-inflammatoires, qui sont immunomodulateurs, et qui ont une action sur les éosinophiles et sur les neutrophiles. Et ça se passe indépendamment du statut atopique du patient. Donc, même si vous n'êtes pas atopique, vous allez vous inhaler vos pollens qui contiennent ces substances chimiques. Et vous avez aussi ces substances-là, la NADP, la nicotine, adénine, dinucléotide phosphate, oxydase, qui a aussi une action délétère sur la muqueuse. Et puis la nitration du BET-V1 peut se faire avec le NO2 et l'ozone, ce qui fait que vous allez avoir des néo-allergènes qui vont apparaître. Donc vous comprenez bien que quand vous êtes en ville et que vous avez vos patients tous les jours qui viennent vous voir au moment de la saison pollinique et qui vous disent « je suis sûr que je suis allergique au pollen, je suis malade au moment de la saison des pollens », et vous ne trouvez rien, vos tests cutanés sont négatifs, vos IgE sont négatifs, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est très irritant les pollens. Et voilà un petit peu l'explication, c'est le grain de pollen, et puis vous avez la cellule dendritique qui a l'allergène, et vous allez avoir aussi, en même temps, vous allez inhaler d'autres produits. Ces produits peuvent avoir une action TH2 stimulante, peuvent avoir aussi une modification, c'est ce que je vous disais, la création de néotigènes, et puis vous allez avoir des facteurs pro-inflammatoires qui vont agir. Et qui vont agir soit par l'oxydation, par les ROS, et puis aussi par l'action directe au niveau de facteurs pro-inflammatoires sur les éosinophiles, en libérant le CP et le MPO. Donc vous voyez bien ce mélange et ce phénomène tout doucement, et j'y viens, à cet aspect irritant. Mais avant de vous parler de l'aspect irritant, juste encore un point pour vous parler de l'asthme au pollen. Je vous ai dit, il y a effectivement les orages avec la libération de ces granules, mais en fait, on sous-estime complètement l'asthme au pollen. Et c'est possible c'est quelque chose qui est peut-être en train d'augmenter. Voilà, ça, ce sont des données dans notre chambre allergène à Strasbourg. On a pris des sujets qui avaient uniquement une rhinite. Et on les a exposés au pollen de bouleau. Et vous voyez là que vous avez 30% de ces patients qui n'étaient pas considérés comme asthmatiques, qui ont fait une crise d'asthme, une chute du VMS. Et vous avez 13%, enfin, vous en avez 6%, pardon, qui ont fait une réponse retardée. Donc, véritablement, l'asthme pollinique, que ce soit au pollen de bouleau, que ce soit au pollen de graminées, c'est un asthme qui est particulièrement sous-diagnostiqué. Alors, je veux citer un peu ce papier parce que je trouve ça très intéressant. Cette pathologie irritative qu'on observe, que je suis sûr vous observez vous aussi chez vos patients, moi, j'ai toujours dit, donc, depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe, j'ai toujours dit, le XXIe siècle, c'est le siècle de la pathologie irritative. Et bien voilà cette publication de 2025. Donc, à la suite du changement climatique, vous avez le mélange dans l'air qui va avoir des produits irritants. Et vous avez l'exposition, l'humain est exposé à plus de produits irritants. Alors, bien sûr, il y a l'ozone, les composés organiques volatiles, ce qu'on connaît très bien. Mais en plus, vous allez avoir tout ce phénomène d'irritation qui va être lié effectivement à ces gaz, qui va être lié aux particules, qui va être lié aux allergènes, mais qui va être lié également
au virus. Et si vous voulez, on a une réponse disproportionnée de nos populations, de nous, partout dans le monde. Et donc, effectivement, on est en train de se dire qu'il faut bien comprendre que ce changement climatique, ce n'est pas un problème d'inconfort environnemental. On est face à un problème beaucoup plus, non, je ne dirais pas plus grave, mais en tout cas quelque chose de beaucoup plus global qui fait que les humains sont beaucoup plus sensibles à leur environnement extérieur et cette sensibilité est liée à ces phénomènes irritatifs. Un autre exemple des phénomènes irritants, vous voyez, ça c'est les tempêtes. Donc là on est, je ne vois pas bien, mais vous voyez, c'est en 4 jours, vous avez cette tempête de sable qui se déplace, qui traverse l'Atlantique, qui vient de l'autre côté. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Cayenne. On a vu à ce moment-là, quand le nuage arrivait, les patients avaient beaucoup plus d'asthme. Donc voilà nos patients, les patients du 21e siècle. Effectivement, il y a des allergies. Bien sûr que le changement climatique peut-être a un effet sur la saison pollinique, mais ce n'est pas le problème. Le problème est beaucoup plus global et il y a des phénomènes irritatifs. Alors, si on prend les choses, on va passer quelques minutes sur cette diapositive, vous voyez que, et là je vais insister sur ce point, c'est que les urbains sont beaucoup plus exposés que les ruraux. Essayez d'imaginer dans quoi vivaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Bien sûr qu'ils étaient exposés aux moisissures, bien sûr ils étaient exposés sûrement à un certain nombre de particules. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas allergiques? Pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas ces phénomènes irritatifs qui étaient beaucoup moins marqués? Parce que ce n'était pas parce qu'ils mouraient plus jeunes, puisque ces phénomènes irritatifs, on les observe chez des enfants, et de plus en plus chez des enfants, et aussi chez des adultes jeunes. Donc on voit bien qu'il y a un effet, alors c'est un peu malheureux parce que je vois mal. Donc il y a l'effet du changement de la température, de la plus grande pollution, des particules liées au trafic, et donc vous avez une augmentation de la température. Et cette augmentation de la température va avoir un effet sur nos épithéliums, l'épithélium nasal, l'épithélium oculaire, l'épithélium bronchique. Et il va entraîner une action au niveau de nos épithéliums. Alors il y a les actions directes, c'est la modification au niveau de la clearance ciliaire. Il va y avoir des effets également au niveau respiratoire. Il y a un effet aussi sur l'effet TH2 qui ont favorisé ça. Il va y avoir aussi un effet sur la ventilation. Et puis il y aura un effet aussi sur ces récepteurs. Et ça, c'est très intéressant. On a parlé de dysfonction laryngée ce matin. La dysfonction laryngée, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui toussent. Il y a de plus en plus de gens qui se plaignent de leur larynx. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'augmentation de la température, ça stimule ces récepteurs qui se trouvent au niveau laryngé. Et maintenant, on essaie de développer des médicaments contre ces récepteurs. Donc ça, c'est des effets directs. Et puis, il y a les effets indirects. Alors, l'augmentation des allergènes, peut-être, oui, effectivement, dans certains endroits, c'est vrai. Alors, on a montré que les particules diesel, que les pollens sont plus allergisants s'il y a les particules diesel. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous, notre ressenti, on est beaucoup plus irrité. Le fait d'inhaler plusieurs choses à la fois, ça nous rend beaucoup plus sensibles. Il y a une augmentation donc, de l'humidité, effectivement, qui peut favoriser le développement des moisissures. Et puis aussi l'augmentation, donc les tempêtes de sable ou les tempêtes vont avoir une action au niveau aussi de la clearance ciliaire. Et puis il y a le stress oxydatif. Donc on voit très bien que l'homme du XXIe siècle, il est exposé à ces problèmes, à ces irritants. Et pourquoi il est exposé à ces irritants? Parce qu'il vit dans des grandes villes, c'est exactement ce que tu disais, Ali. Et dans ces villes où il va être exposé à de multiples, principalement à ces polluants particuliers qui vont l'irriter. Mais à côté de ça, il y aura d'autres éléments qui vont intervenir. Alors, moi aussi, j'ai ma petite diapositive optimiste. Et effectivement, les polluants diminuent. Vous voyez, une diminution globale des NOx, diminution globale des PM10, diminution globale de l'ozone. Et, alors, vous voyez, j'ai une petite nuance là. Il y a peut-être une augmentation. En tout cas, les choses ne sont pas... En tout cas, sur les PM2,5 et les PM... on n'est pas complètement sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que... Comment est-ce qu'on va aborder ce problème-là face à tous ces gens qui se plaignent de ces phénomènes d'irritation? L'autre élément aussi pour surmonter le moral, c'est que classiquement, les allergologues, et moi le premier, généralement on dit toujours en 2050, 50% de la population sera allergique. Là, ce papier-là qui a été fait avec Jean Bousquet, vous avez un peu la fréquence de la rhinite dans les différents pays. Et donc, si vous prenez la France, alors
Hop, la France, c'est les petits carrés bleus, donc c'est par là, voilà. Donc vous voyez, on a une augmentation, là on est aux environs de 30% en France. On peut penser qu'en 2050, il y a peut-être des chances qu'on soit pas loin de 50%, pas très loin. Les Australiens, eux, ils y sont déjà, mais il y a d'autres pays qui n'y sont pas. Donc là encore, il y a des nuances. Si vous voulez, les augmentations des maladies allergiques, bien sûr, elles augmentent, mais ce n'est pas obligatoirement de façon si dramatique d'un pays dans l'autre. Donc en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences sur l'exposition à certains allergènes, comme les moisissures, ça je pense. Je pense aussi qu'il y a de nouveaux pollens, je ne vous en ai pas parlé. Il faut savoir qu'il y a un stress hydrique des arbres qui peut entraîner aussi des modifications des pollens. Par exemple, en France, maintenant dans le nord de la France, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à l'olivier. Et vous savez que les oliviers en Espagne, ils souffrent beaucoup parce qu'il manque un peu d'eau. Et deuxièmement, on a une augmentation de ces phénomènes irritants. C'est une conjonction de l'exposition à certains fragments de pollen liés au stress hydrique, aux particules diesel, aux tempêtes de sable, moisissures, virus, qui touchent le nez, les yeux, les bronches. Et cette pollution irritante, finalement, elle est très difficile à mesurer. Et donc, je pense qu'il faut essayer au moins de se concentrer sur ce sur quoi on peut faire, la pollution des villes. Je crois que la pollution particulière, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est la climatisation, pour éviter les moisissures. Et pour terminer, je voulais remercier les personnes qui travaillent avec moi chez Aliatech, particulièrement Alina Gerassim et Nathalie Domis. Merci beaucoup. Merci, professeur Deblé, pour cette excellente présentation. Donc, je donne la parole au professeur Bruno Housset. Merci beaucoup pour cet exposé. En fait, tu plaides pour une convergence des différents agresseurs environnementaux sur la pathologie, sur nos bronches et notre nez. Mais la question que je voulais te poser, c'était sur les modifications géographiques de distribution des pollens, notamment de l'ambroisie. Puisque l'ambroisie, avant, c'était quand même limité à la région méditerranéenne, et maintenant, manifestement, ça monte vers le nord. Et par ailleurs, il a été dit aussi, écrit, que les pollens de l'ambroisie étaient plus agressifs et changeaient même dans leur composition. Est-ce que c'est vrai ? Alors, la première question, non, l'ambroisie, ça ne bouge pas. Alors, je sais, c'est le grand truc de notre direction générale de la santé. On a même installé un capteur de pollen au sud de l'Alsace, craignant une invasion de l'ambroisie venant de Lyon. Les Suisses, pareil, surveillent ça depuis 30 ans. J'ai fait toute ma carrière en me disant, l'ambroisie va arriver. Et l'ambroisie n'arrive toujours pas. Et, bon, ça, c'est... Alors, on en compte, hein, on va toujours en trouver dans les comptes polliniques, mais tu n'as pas véritablement ça. Deuxième élément, est-ce que l'ambroisie est plus agressive ? Non, l'ambroisie n'est pas plus agressive, mais effectivement, ce que tu dis est juste. Il y a eu des travaux sur les grains de pollen avec des particules diesel, et il semblait à cette époque-là que ces grains de pollen étaient plus allergisants. Malheureusement, il y a eu d'autres études qui n'ont pas retrouvé la même chose, si tu veux. Effectivement, alors on cite toujours, et particulièrement ces équipes qui te parlent de l'augmentation et ainsi de suite, te parlent toujours des études qui sont positives, mais il y a eu des études négatives. Et c'est pour ça que je suis toujours très prudent. On avait fait une étude, nous, à Mulhouse, on avait pris les arbres dans les endroits les plus pollués de Mulhouse, et finalement, on n'avait rien trouvé. C'était avec Gabriel Peltre à l'Institut Pasteur. Donc si au moins le message d'aujourd'hui, c'est de dire les choses sont nuancées, mais c'est nuancé, c'est vrai, certes, sur les allergènes, ce que vous entendez dans tous les congrès, la durée des pollens augmente, il y a plus de pollen, ainsi de suite. Et ce que tous les journalistes répètent à l'envi, c'est généralement la première chose qu'ils vous disent. En revanche, il y a un truc qu'on observe, c'est ces pathologies irritatives, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Et là, on n'est pas prêt d'en sortir. Est-ce que la fixation des particules polluantes sur les particules de pollen, est-ce que ça augmente l'allergénicité ou non? Est-ce que ça les rend plus irritables? Et puis par rapport aux moteurs de diesel qui sont à filtre à particules, est-ce que ça retient quel type de particules? Est-ce que ça libère les particules PM2.5 ou bien les nanoparticules? Alors, votre première question, c'était à propos des pollens et du diesel. La fixation des particules polluantes sur le pollen. Oui, c'est ça. Donc c'est un peu ce que je disais. Disons que la présence de particules diesel et de pollen en même temps, vous allez stimuler votre système immunitaire et vous allez être encore plus pro-TH2. Les particules diesel, c'est clair, ça stimule le TH2 et vous fabriquez plus d'allergies. Il y a deux Valia 1997 et après il y a toute une série de papiers qui redémontrent ça à chaque fois de façon tout à fait claire. Ça c'est sûr, on le sait. En revanche,
Là où je discutais, c'est la question de Philippe, de Bruno, c'était est-ce que la pollution modifie l'allergénicité des pollens? Ça, on n'en est pas complètement sûr. Alors après, les fameux pots sur les voitures. Le problème, c'est que beaucoup de citadins utilisent leur voiture et le nombre de kilomètres qui est fait est pas suffisant pour que le pot véritablement soit suffisamment actif pour qu'on diminue de façon significative ça. Ça, c'est le premier point. L'autre point, et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno, c'est sur les toutes petites particules ou les ultra fines, on ne sait pas véritablement ce que ça donne. On répète aussi à l'envi, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est comme les nanoparticules. Quand vous prenez les littératures sur les nanoparticules, elle n'est pas énorme, hein, et c'est pas hyper convaincant. Donc je crois que ce qu'il y a d'un peu terrible à dire, c'est que vivre en ville, c'est pas très bon pour les bronches. C'est clair que pour nous pneumologues, on va avoir du boulot pendant des années, là c'est pas fini. Mais le fait de vivre en ville, et particulièrement une ville comme Le Caire ou même Strasbourg, c'est une ville coincée entre deux montagnes, vous avez le couvercle qui se met sur la plaine d'Alsace et vous êtes exposé aux particules, avec tous ces phénomènes irritatifs qu'on observe. Je peux juste, Frédéric, te remercier pour le bel exposé. Je vais faire un petit commentaire et te poser une question. Le commentaire, c'est qu'on ne s'imagine pas quelle est la valeur de 1 degré. C'est énormissime, 1 degré. Sur le plan pondéral, c'est plus qu'une tonne si on le compare. Et moi, j'ai fait une petite expérience pour baisser d'1 degré la température d'une chambre fermée avec un climatiseur, il fait qu'il fonctionne pendant 8 heures. Pour vous dire à quel point le degré est important. Maintenant, moi, je voulais vous poser une question sur un autre point. Il y a les effets directs. Mais l'effet endogène de l'épigénétique, qu'est-ce que vous en pensez en matière de pollution? Alors là aussi, effectivement, on a des données tout à fait sur le diesel, et on sait que c'était des données californiennes qui montraient bien que des enfants qui étaient exposés dès le plus jeune âge à la pollution automobile, faisaient plus d'asthme, plus d'allergies. Donc véritablement, il y a un effet épigénétique aussi. Ça, on a des données. Là, on a des données fortes là-dessus. On voit bien ça. Moi, ce qui m'a finalement intéressé et inquiété en préparant ce topo, c'est de se dire qu'on est parti dans une forme de pathologie, disons, dans les années 70-80, c'était simple, il y avait des allergiques, il y avait Non, maintenant c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a l'allergie, mais l'allergie au milieu de phénomènes irritatifs, inflammatoires. Alors irritatif, ça veut dire immunologique aussi, hein, il y a de l'inflammation d'origine immunologique. Une dernière question, Dr Sami. Merci Frédéric pour cet exposé très clair. Moi, je vois de plus en plus de conjonctivites de courte durée, des conjonctivites saisonnières de courte durée chez des patients qui ne sont pas sensibilisés pour les pollens, qui sont monosensibilisés pour les acariens, mais je n'ai pas trop d'explications. Est-ce qu'on peut les attribuer aux acariens ou on peut les attribuer au climat d'irritation irritative, quoi. Ouais. C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que effectivement, moi aussi j'en ai beaucoup des comme ça, des patients qui se plaignent des yeux, qui ont toute l'année ou à un moment donné précis, alors que finalement ils sont juste sensibilisés aux acariens. Moi je pense que ce sont des phénomènes irritatifs. Et effectivement, il va falloir réfléchir à des médicaments qui ont peut-être plus d'efficacité sur ces pathologies-là, et particulièrement dans le nez. Bernard? Frédéric, je me permettrai juste une remarque justement étymologique, parce que tu as employé le terme de climatiseur. Et c'est pour une fois, c'est les Anglais qui ont raison par rapport aux francophones. Puisque climatiser, on oublie de dire sous quel climat on climatise. C'est sous-entendu sous climat tempéré. On devrait dire air conditionné. C'est peut-être le seul moment où peut-être la langue anglaise a choisi le bon mot par rapport à la langue française. Comment? Air conditionneur? Air conditionné. Air conditionneur. L'air conditionné, parce que dire climatisé. Moi, j'ai vécu 11 ans à Abidjan, comme tu le sais. Ouais. Mais climatisé sous quel climat? Oui, tu as raison. C'est tout. Et c'est sous-entendu, c'est européano-centré, sous-entendu sous le climat d'où je viens en tant qu'Européen. En gros, c'était ça, quoi. C'est juste une petite remarque.